Sada était un solitaire qui est mort d'épuisement au travail et s'est réveillé en tant que le plus fort dans un jeu qu'il avait créé. Cependant, voyant des méchants de haut niveau réduits en esclavage, il a usé de son pouvoir pour les libérer, finissant par les collectionner comme des cartes Pokémon pour pouvoir les mater à longueur de journée. Avant tout ça, il passait la plupart de son temps à corriger les bugs de son jeu. Vu le niveau de difficulté pour les débutants, il a créé un cheat avec 3 pluies de météorites pour faciliter les choses. Ça lui a pris 3 jours, et après, il a décidé de faire une petite sieste bien méritée. Cependant, à son réveil, il s'est retrouvé dans un terrain vague désolé. Dérouté, il a sorti son téléphone pour passer un appel, mais ça n'a pas marché. En regardant l'écran, il a remarqué qu'il avait l'air plus jeune et qu'il était dans le jeu sur lequel il travaillait. En regardant ses stats, il a vu qu'il était un personnage de niveau 1, avec 0 pouvoir magique. Juste à ce moment-là, il a découvert qu'un groupe de lézardman armés de niveau 50 se dirigèrent vers lui, et ils ont attaqué dès qu'ils se sont approchés. Sada était sûr qu'il serait livré aux portes du paradis s'il ne faisait rien. Alors, il a décidé d'utiliser la pluie de météorites qu'il avait créée. Il a regardé avec admiration le lézardman expérimenter ce que les dinosaures ont vécu il y a 66 millions d'années. Quand le feu d'artifice a pris fin, il a été surpris de voir qu'un lézardman avait survécu aux explosions et l'avait défié en duel. Sato a fait de son mieux pour le combattre, même s'il n'était pas Mihawk, et coup de théâtre, il a vaincu le lézardman. Il s'est ensuite assis pour reprendre son souffle, et en vérifiant ses stats, il a vu qu'il était passé au niveau 310 et avait gagné une variété de compétences, de butin et d'argent. Curieux, il a maximisé sa compétence Mii-Rain pour tester son efficacité. Et à sa grande surprise, l'impact a été plus important que lorsqu'il l'a utilisé sur le lézardman. Canalisant son flash intérieur, Sato a couru. Et après avoir réussi à échapper aux blessures, il a décidé de désactiver cette compétence car il l'a considérée trop dangereuse. Il a ensuite enfilé la robe qui était dans son butin et a maximisé toutes les compétences qu'il jugeait utiles. Le lendemain matin, il a décidé de se diriger vers la ville de Siru, la ville la plus proche selon la carte. La carte lui montrait aussi qu'une Wyvern de niveau 30 était dans les environs. Alors, il a sauté en l'air en espérant l'apercevoir, mais a été assommé du ciel quand elle est soudainement apparue derrière lui. Heureusement, il n'a pas été blessé grâce à sa compétence de réduction de la douleur, et quand la Wyvern a essayé de l'attaquer à nouveau, il l'a chassée en lui lançant une pierre. Cependant, il s'est vite rendu compte de son erreur en voyant qu'elle se dirigeait vers le fort d'un guerrier, alors il l'a poursuivie. Au moment où il est arrivé, les soldats étaient déjà engagés dans une bataille avec la Wyvern. Un des mages a tenté de la faire tomber avec un sort d'air, mais la Wyvern a utilisé sa queue pour renvoyer le sort dans sa direction et l'a envoyé voler. Ses amis ont essayé de la sauver en utilisant un sort appelé « Résister à la chute », mais tout ce que ça a fait, c'est ralentir sa descente. Alors Sadu a sauté dans les airs comme Superman et l'a sauvée, gagnant ainsi le titre de sauveur. Après avoir atterri, la jeune fille l'a remercié de l'avoir sauvée et s'est présentée comme Zena, une mage militaire. Elle lui a aussi donné des informations non désirées comme son statut relationnel, vous voyez. Mais bon sang, Han Sayohu s'est dit que s'il était encore un adolescent en pleine crise d'hormones, il serait sur elle comme un chien en chaleur. Juste à ce moment-là, une flèche a sifflé à côté de sa tête et s'est coincée dans un arbre voisin, alors que Liliu et Yona, les camarades de Zena, lui ont ordonné de s'éloigner d'elle. N'ayant pas le choix, Sato s'est avancé et s'est présenté aux filles comme un marchand itinérant. Mais elles ne l'ont pas cru, soulignant son manque de marchandises. Réalisant son erreur, Saito a rapidement activé ses compétences Pinocchio et leur a dit que son cheval de bas s'était enfui pendant la pluie de météorites. Ce mensonge lui a valu des compétences de tromperie et de persuasion, mais ça n'a toujours pas suffi à convaincre les soldats qu'il était qui il disait être. Ils ont demandé ses papiers d'identité et il leur a dit qu'ils étaient dans la cape avec laquelle le cheval de bas s'était enfui. Heureusement, son Tok no Jutsu a fonctionné cette fois, et ils lui ont dit qu'ils lui délivreraient de nouveaux papiers une fois arrivé en ville. En route vers la ville, Sato a appris que ce nouveau monde avait des esclaves. Alors il a vérifié sa carte pour voir la démographie de la ville. Il a appris que 20% de ses habitants étaient des esclaves, dont certains étaient des demi-humains. Ils sont vite arrivés à la ville et Zeno a dit au revoir à Sato, mais a promis de le revoir plus tard pour lui rembourser sa dette. Sato lui a assuré qu'elle n'était pas obligée, mais la fille têtue a insisté pour le faire. Après son départ, Yona a emmené Sato chercher ses papiers et l'homme lui a demandé de poser ses mains sur quelque chose appelé la pierre de Yamato. Dès qu'il l'a fait, toutes ces informations ont apparu, mais à sa surprise, son niveau et ses compétences n'avaient pas été mises à jour. Sato s'est senti soulagé, car il ne pensait pas pouvoir expliquer comment il avait fait tout ce truc de leveling en solo sans entrer dans un donjon. Une fois ses papiers prêts, on lui a remis un visa d'entrée valable 10 jours, et on lui a dit qu'il pouvait demander une prolongation s'il souhaitait rester plus longtemps. Il a aussi été informé que s'il était pris avec un visa expiré, il devrait payer une amende. Cependant, s'il ne pouvait pas payer, il serait transformé en esclave. Après avoir quitté la station, Yona lui a montré le chemin vers une auberge et s'est séparée de lui. Sur le chemin de l'auberge, une méchante avec des pastèques en guise de poitrine s'est accrochée à son bras et a essayé de le convaincre d'essayer son auberge. Par coïncidence, elle travaillait dans la même auberge qu'Yona avait recommandée. Alors il s'est laissé traîner à l'intérieur et a été présenté à Moza, l'aubergiste.
Après avoir payé 10 jours d'hébergement, il a demandé un repas et on lui a donné un reste de tarte car c'était tout ce qu'ils avaient. Après que Moza lui a servi la tarte, elle a envoyé Martha faire quelque chose et a discuté un peu avec Sato. Pendant leur conversation, il a appris qu'il avait existé un seigneur démon qui était mort il y a environ 60 ans, aux mains du héros. Après le départ de Mosu, Sato a commencé à manger et apprécier son repas jusqu'à ce que Martha se présente soudainement. Peu intéressé à l'écouter jacasser, il a demandé où il pouvait acheter des fournitures générales et des vêtements. Martha lui a indiqué les endroits à vérifier, mais a décidé de l'y emmener elle-même car elle pensait que son sens de l'orientation était aussi bon que celui de Zoro. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pendant qu'il traversait le marché, Sato a remarqué qu'il était courant que les gens marchant dans les prix avec les vendeurs. Son attention a vite été attirée par une commotion impliquant des esclaves demi-humains et un garçon qui leur parlait durement à cause de ce qu'ils étaient. Voyant qu'il détestait l'intimidation, Sato est intervenu et a dit au garçon de s'en prendre à quelqu'un de sa taille. Pensant que les esclaves lui appartenaient, le garçon lui a dit de les garder en laisse et s'est éloigné avec colère. Sato a ensuite reporté son attention sur les filles et après avoir ramassé leur bois de chauffage tombé, il leur a conseillé de faire attention en marchant dans un endroit bondé. Les filles l'ont remercié et se sont précipitées pour informer une esclave plus âgée de ce qu'il avait fait, et elle a incliné la tête pour le remercier. Après leur départ, il est retourné vers Martha qui a dit qu'il était surprenant de voir quelqu'un traiter les demi-humains avec gentillesse. Il s'est avéré qu'ils étaient détestés parce que les fermiers et les chasseurs étaient souvent attaqués et tués par des demi-humains. Mais Sato a pensé que ceux qui commettaient ces actes étaient le propriétaire de l'étal et des voleurs, que les masques étaient noirs pour ceux qui jouaient le rôle du shopping, tandis que les perruques noires étaient pour ceux qui jouaient le rôle du héros. Des masques, de plus les perruques blondes étaient pour ceux qui jouaient le rôle des amis du héros ou de la princesse. Pour une raison quelconque, Sado a acheté un masque et une perruque blonde. Et alors qu'il se demandait pourquoi il avait dépensé de l'argent dans des articles de cosplay, un chariot transportant des esclaves est passé. Une des esclaves a attiré son attention, et comme il pouvait voir ses stats, il a conclu qu'elle serait un problème pour quiconque l'achèterait. Finalement, ils sont retournés à l'auberge. Et après avoir dîné, Sato s'est allongé dans son lit en pensant à tout ce qui s'était passé depuis son réveil dans la vallée. Il a finalement accepté qu'il ne rêvait pas. Alors il a décidé qu'il allait profiter de la ville et gagner de l'expérience tout en essayant de trouver un moyen de rentrer chez lui. Le lendemain matin, Martha l'a réveillé et l'a informé que sa copine le cherchait. Confus, il s'est habillé et est descendu pour trouver Zeno qui l'attendait. Et elle lui a dit nerveusement qu'elle était venue l'emmener visiter la ville. Alors qu'il se promenait dans la ville en achetant de la nourriture de rue, un jeune garçon a heurté Zena, ce qui a taché son chemisier. Au moment où Sado a suggéré de trouver un pressing, un individu encapuchonné s'est approché d'eux et a proposé de le faire avec de la magie. Elle les a emmenés dans une ruelle, et pendant qu'elle chantait le sort pour enlever la tache, Sato a acquis la capacité d'utiliser la magie du quotidien. Il s'est avéré que ses capacités de triche étaient hors normes, lui permettant d'acquérir plus de compétences sans avoir à travailler dur pour les obtenir. Alors que Zena et lui continuaient leur chemin, il s'est enquis de sa magie et a demandé s'il fallait s'inscrire à Poudlard pour l'apprendre. Zénith a expliqué comment fonctionnaient les sorts de chant et a dit que les utilisateurs de magie commençaient généralement par réciter des livres d'images pour enfants avec l'histoire de la magie. Bientôt, ils sont tombés sur un vendeur vendant une pommade cicatrisante. Alors après que Sato en ait acheté quelques-unes, il a demandé à Zena de l'emmener au sommet du mur de la ville. Tout en admirant la vue, Zena a dit à Sato que les seules menaces qu'une ville comme la leur affrontait étaient les Wyverns et a proposé de l'emmener au moulin, qui fonctionnait comme une batterie pendant une attaque de Wyvern. Avant de s'y rendre, ils se sont arrêtés au temple Paléan et Xanax lui a montré la tapisserie représentant la bataille entre le héros et le seigneur démon. L'épée du héros était bleue, alors Xanax a expliqué que c'était parce qu'il avait le titre de héros. Cependant, si l'épée acceptait quelqu'un qui n'était pas le héros, elle ne ferait que miroiter en bleu, ce qui signifie que des personnes autres que le héros pouvaient manier l'épée sacrée. Et dès qu'elle a dit ça, Orna, la prêtresse du temple, est apparue exprimant son désaccord. Selon elle, seuls les héros qui ont répondu à l'appel de la déesse Palian pouvaient combattre le seigneur démon. Donc il n'était pas logique que quelqu'un qui n'était pas un héros manie l'épée. Zana n'a pas essayé de contester sa déclaration et a ensuite présenté Orna et Sado l'un à l'autre. Après quoi, Orna s'est moquée d'elle pour avoir enfin attrapé un homme, même s'il était grand et moche. Alors que Zena se plaignait des moqueries d'Orna, quelqu'un a appelé la prêtresse en demandant son aide, alors elle leur a fait ses adieux et est partie. Sato et Zeno ont aussi quitté le temple. Et pendant que Zeno marchandait avec un conducteur de charrette, Sato a vérifié ses stats pour voir quel titre il avait. À sa grande surprise, il a vu qu'il avait le titre de tueur de dieu parce que sa pluie de météorites avait détruit le dieu dragon qui habitait cette vallée, le rendant incroyablement puissant. Un peu plus tard, alors que la charrette traversait la ville, Zena a montré à Sato les tours anti-dragon et a expliqué comment elles fonctionnaient. Une des tours avait été détruite lors d'une attaque de dragon il y a 2 ans et était en train d'être reconstruite. Curieux, Satu a demandé si le héros était là pour tuer le dragon. Et elle lui a dit que non, expliquant que les héros n'étaient invoqués que lors d'un événement d'invocation. La dernière fois qu'un héros a été invoqué, c'était il y a 66 ans, lorsque le seigneur démon a attaqué.
Voulant en savoir plus sur le seigneur démon, Satu a demandé si les seigneurs démons avaient le pouvoir de contrôler les monstres, et Zena a répondu que cela dépendait du seigneur démon en question. D'après ce qu'elle savait, certains avaient le pouvoir de contrôler les démons, et c'était un problème parce que les démons ne pouvaient pas être tués par des techniques de respiration. Pour les vaincre, il fallait posséder de la magie ou des armes magiques, car c'était les seules choses qui pouvaient les blesser. Juste à ce moment-là, leur charrette s'est arrêtée sur la place où une petite foule s'était rassemblée pour écouter le grand prêtre du temple Zaikun. Il a convaincu les gens de lapider à mort les esclaves demi-humains que Sato avait rencontrés au marché, disant que ça leur permettrait de rentrer dans les bonnes grâces de Dieu. Zena a immédiatement sauté de la charrette et est allée se tenir devant les filles alors que les gens commençaient à les lapider. Alors qu'elle essayait de les convaincre que ce qu'ils faisaient était mal, Sato a scanné la zone à la recherche d'anomalies. Il a découvert que le maître des filles, un tas de slime nommé Urs, et les membres de sa guilde avaient tout planifié pour escroquer les gens. Immédiatement, il a commencé à les assommer sans que personne ne s'en aperçoive, parce qu'ils étaient occupés à lapider Zena, que le prêtre avait convaincu d'être du côté des démons. Quand un prêtre du temple Gorian s'est présenté en essayant de la défendre, le gros prêtre chauve l'a accusé d'être aussi du côté des démons. Heureusement, avant qu'il ne puisse retourner les gens contre lui, Sato a assommé Urus et l'a jeté devant la foule. Il a dit aux gens qu'Urus avait prêté ses esclaves au prêtre, qui avait menti sur le fait que les pierres étaient sacrées, afin qu'ils puissent prendre l'argent des gens. Cependant, son véritable objectif était d'utiliser le temple Zakun pour laver le cerveau des gens, afin qu'ils se rebellent contre le comte. Ça a mis les gens en colère. Et juste au moment où l'un d'eux a demandé si Urs avait contrôlé les démons depuis l'ombre, un démon a jailli de la poitrine d'Urs. Alors que les gens s'enfuyaient en panique, Zena a demandé à Sato d'emmener les esclaves dans un endroit sûr. Mais quand il a essayé de les libérer, ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas partir. Urs leur avait ordonné de ne pas bouger, et dans ce monde, la parole d'un maître était absolue et incassable. Refusant de les laisser mourir là, Sato a essayé de trouver une échappatoire et a découvert qu'il n'avait plus de maître puisque Urs était mort, alors il les a libérés. Juste à ce moment-là, le démon a déclaré qu'il allait créer un nid pour son maître et a lancé un sort qui a attiré tout le monde à proximité à l'intérieur. Quand Sato s'est réveillé plus tard, il était dans une pièce avec les esclaves et ils ont entendu la voix du démon les défiant d'essayer de s'échapper du labyrinthe qu'il avait créé. Après le discours du démon, Sato a reporté son attention sur les filles et a été surpris d'apprendre qu'Urs les appelait chats, chiens et lézards. Alors il les a renommées Tama, Poachi et Lisa. Après la cérémonie de dénomination, il leur a fourni des vêtements propres, des bandages et de la pommade cicatrisante pour soigner leurs blessures. Il leur a aussi donné de la nourriture et de l'eau avant d'utiliser sa carte pour vérifier la disposition du labyrinthe afin de voir quel chemin était le meilleur à suivre. Après avoir décidé, il a vérifié les stats des filles à nouveau et a vu que Lisa était la seule avec des compétences de combat. Alors il lui a donné un poignard. Pendant qu'ils traversaient le labyrinthe, ils sont tombés sur leur premier monstre en train de dévorer une personne morte. Alors Sato a tiré une balle en utilisant son arme magique, ce qu'il leur a ordonné de ne dire à personne. Il a ensuite coupé un morceau des jambes du monstre et pendant qu'il le transformait en lance pour Lisa, elle a récupéré le noyau du monstre afin qu'il puisse l'échanger plus tard. Avec le noyau en sécurité, Sato a donné la lance à Lisa et elle a donné le poignard à Tama car elle était moins lâche que Pauchi. Ils ont ensuite continué leur chemin et avec les conseils de Sato, les filles ont appris à tuer des monstres, gagnant ainsi de l'expérience, acquérant de nouvelles compétences et des objets et passant des niveaux. Finalement, ils ont rencontré le cousin éloigné de Rimuru et Sato a tenté de le tuer avec du feu, mais a échoué. Alors Lisa a poignardé son noyau. Pendant que les jeunes filles observaient les restes du slime, Thomas a senti qu'il y avait quelque chose d'étrange avec un côté du mur. Alors elle informe Sato. Curieux, il a vérifié la disposition et a découvert que c'était une porte cachée. Juste à ce moment-là, une bête morte vivante de niveau 40 est apparue, et quand elle a attaqué, Sato a réussi à la jeter à travers la porte cachée, la faisant tomber dans l'abîme. Après avoir quitté cette pièce, ils sont entrés dans une autre pièce qui avait des gens enveloppés dans des cocons. Alors lui et les filles les ont sortis. Il y en avait 3 au total, Viscount Belton, un marchand d'esclaves nommé Nidoran, et l'arrogant garçon du marché, mais a refusé de permettre à Tama de le toucher. Alors Sato lui a dit de le laisser à son propre sort. Alors que le groupe avançait, ils sont arrivés dans une autre pièce où le groupe de Zénith se battait contre des slimes. Malheureusement, ils étaient en train de perdre car ils ne connaissaient pas l'astuce pour détruire leur noyau. Alors Sato a ordonné à ses filles de les aider. L'arrogant garçon a aussi rejoint le combat, affirmant qu'il était meilleur au combat que certains demi-humains inutiles. Cependant, il s'est vite rendu compte qu'il n'était qu'un synonyme de Sakura et a dû être sauvé par Pochi et Lisa. Pendant ce temps, Sato a repéré Zena en train d'être attaquée de l'autre côté de la pièce, alors il s'est précipité pour la sauver. Dès qu'elle l'a vue, elle s'est jetée dans ses bras, pleurant et remerciant les cieux qu'ils soient en vie. Juste à ce moment-là, Orna s'est approché d'eux et a demandé à Sato de leur dire comment vaincre les slimes, et il a dit que tout ce qu'ils avaient à faire était de détruire les noyaux. Zena l'a félicité d'être assez intelligent pour réaliser la faiblesse du slime, mais il lui a dit que c'était Lisa qui lui avait appris à le faire. À la mention de Lisa, Zena a exigé de savoir si elle était une fille, mais Orna lui a dit que ce n'était pas le moment de libérer son monstre aux yeux verts. Une fois que tous les monstres ont été éliminés,
Les gens se sont rassemblés autour d'Orna pour prier la déesse et Sato a présenté ses filles à Zena. Elle s'est sentie soulagée de savoir que Liza était l'une des esclaves et les filles l'ont remerciée d'avoir agi comme un bouclier de chair pour elle sur la place. Leur attention a vite été attirée par les soldats qui essayaient d'ouvrir une porte verrouillée, mais Tama a pointé vers une autre zone disant que le mur était étrange. Sato a vite déduit que c'était une autre porte cachée, comme celle où il avait jeté la bête morte vivante, et il a félicité Tama de l'avoir trouvée. L'instant suivant, ils ont entendu les soldats dire qu'ils avaient trouvé un coffre au trésor, et comme ils étaient avides, ils l'ont ouvert. Malheureusement, ce n'était pas un trésor, mais le démon borgne qui était à l'intérieur, et il les a félicités tous d'être arrivés jusque-là. Immédiatement, les soldats se sont mis en formation pour l'attaquer, et ont demandé au vicomte de les soutenir avec sa magie, mais tout cela était inutile. Le monstre borgne les a frappés avec un sort hypnotique qui les a retournés les uns contre les autres en un instant. Sada était immunisé contre le sort, et quand il a réalisé ce qui se passait, il a assommé les filles pour les empêcher de rejoindre le combat. Étonnamment, le vicomte n'a pas été affecté non plus, mais ses compétences de maîtrise du feu n'ont rien fait pour blesser le démon parce qu'il utilisait de la magie protectrice. Juste à ce moment-là, la bête morte vivante est réapparue et a chargé sur Sato, car elle avait un compte à régler avec lui. Sato s'est laissé frapper, et comme il se tenait devant le faux mur, ils sont tous les deux tombés. Quand ils sont arrivés dans une autre pièce, il a changé de tactique en équipant son épée sacrée et en coupant le monstre en deux. Cependant, il a noté qu'il avait aussi subi quelques dommages en utilisant l'épée. Alors il a décidé de ne plus l'équiper. Il a ensuite fouillé son inventaire à la recherche de son masque et de sa perruque, et est retourné dans la pièce où tout le monde était. La première chose qu'il a faite a été de désactiver le sort protecteur du démon, permettant au sort que le vicomte, Zena et la prêtresse lui ont lancé de le blesser. Alors que le démon se déchaînait, Sato a facilement esquivé ses attaques et l'a envoyé voler dans le plafond en utilisant une pierre. Le démon n'arrivait pas à croire qu'un simple humain était sur le point de le vaincre, alors il a joué sa carte Uno inverse et a invoqué son maître. Ce démon était un démon de haut niveau, et dès que tout le monde l'a vu, ils ont commencé à trembler dans leurs bottes. Le démon lui-même a dévoré le démon borgne, et s'est ensuite adressé aux gens en disant qu'il allait tester leur force. L'instant suivant, il les a frappés avec un sort de vent, qui a envoyé tout le monde voler. Mais Sato a attrapé Zena et Orna à temps. Quand les filles ont commencé à dégager les soldats, Sato s'est tenu devant le démon et l'a défié. Voyant qu'il avait une épée sacrée, le démon a supposé qu'il était un héros, alors il s'est fortifié, augmentant ses niveaux de puissance au maximum. Quand Sato n'a pas attaqué, il l'a frappé avec des sorts mortels, mais il est resté indemne, et a gagné de la résistance grâce à son armure d'intrigue folle, qui lui a accordé des compétences de triche de haut niveau. Zena et les autres ont ensuite essayé d'aider en attaquant le démon avec leurs sorts, même s'ils étaient tous de bas niveau et n'ont presque rien fait. Quand le démon a essayé de riposter, Sato lui a tiré dessus avec son arme magique, se souvenant de ce que Zénith avait dit à propos de la magie et des armes magiques étant les seules choses qui pouvaient blesser un démon. Il a ensuite échangé son épée sacrée contre son bâton et a utilisé le bâton pour canaliser sa magie de feu, qu'il a dirigée vers le démon. À sa grande surprise, le résultat a été une explosion, alors il a cherché une autre arme à utiliser. Il s'est dit que puisqu'il n'avait pas le titre de héros et ne pouvait pas utiliser l'épée sacrée, il pouvait se débarrasser du démon en utilisant son épée divine, puisqu'il avait le titre de tueur de dieu. Après que tous aient réussi à sortir du labyrinthe, l'arrogant garçon s'est approché de Sato et des filles. Et après les avoir remerciés de l'avoir sauvé, Zeno s'est précipité pour serrer Sato dans ses bras. Une fois les retrouvailles terminées, ils sont allés voir le marchand d'esclaves qui a donné à Sato des papiers de propriété, faisant officiellement des filles à ses esclaves. Il a aussi offert à Sato les 2 esclaves restants qu'il avait, une fille aux cheveux noirs nommée Lulu, et la fille aux cheveux violets qu'il avait vue la veille. Son nom était Orisa. Et quand Sato l'a entendu prononcer son nom correctement, il est devenu méfiant. Pour confirmer sa suspicion, il leur a chuchoté à l'oreille qu'elles avaient des araignées dans les cheveux, et presque immédiatement, Arisa a commencé à crier. Après avoir quitté la tente de l'esclavagiste, Sato s'est demandé qui était Arisa, parce qu'il avait utilisé le japonais quand il lui avait chuchoté à l'oreille. Décidant de le découvrir plus tard, il leur a dit qu'il était temps de retourner à l'auberge. Cependant, il devait y faire un arrêt rapide pour dîner parce que l'estomac de Lulu grondait plus fort qu'un lion. Pendant qu'il mangeait, Sato est parti acheter de nouveaux vêtements pour elle. Et sur le chemin du retour, il a acheté des brochettes de poulet pour qu'elle puisse les grignoter plus tard. Il n'était pas allé très loin quand il a repéré des enfants esclaves affamés dans une ruelle, alors il leur a donné le poulet. Après ça, il est retourné voir ses filles et leur a donné leurs nouveaux vêtements, qu'elles ont acceptés avec joie et l'ont remercié pour. Quand ils sont finalement arrivés à l'auberge, Sato a demandé s'il y avait des chambres disponibles, et Mosa l'a informé qu'il n'y en avait pas. Voyant les regards réprobateurs que les autres clients lançaient à Tama, Pochi et Lisa, Sato a dit qu'il camperait dehors avec elle, et a demandé à Mosa d'emmener Arisa et Lulu dans sa chambre. Arisa lui a alors dit de ne pas s'inquiéter, et l'a ensuite surpris en s'adressant aux gens, leur demandant de mettre de côté leurs préjugés, car il serait inhumain de faire dormir les filles dehors, après qu'elles aient aidé à sauver des gens dans le labyrinthe. Personne n'a remarqué que ses yeux brillaient quand elle a parlé, et presque immédiatement, l'atmosphère hostile a changé. Et Mosa lui a dit qu'il pouvait utiliser les écuries, car il y avait peu de chevaux là-bas. Plus tard, après que Sato ait installé Lisa,
Tama et Paushi, dans les écuries, il est retourné dans sa chambre où Orisa et Lulu l'attendaient. Quand il a fini de se préparer pour le lit, il s'est retourné pour trouver les filles dans leur tenue d'anniversaire et a supposé qu'elles voulaient dormir comme ça parce qu'il était un idiot ignorant. Il leur a demandé de remettre leurs vêtements pour éviter d'attraper froid. Oh mon Dieu, mon pote. Oh non! Alors la confuse Orisa a demandé s'il n'avait pas besoin de leur service. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'elle voulait nettoyer son outil. Alors il a expliqué qu'il n'était pas ce genre de type. Comprenez? Orisa était choquée par sa réponse, mais Lulu a commencé à pleurer de soulagement. Il a alors mis une couverture sur ses épaules et lui a dit qu'elle n'aurait plus jamais à se déguiser en employée de quartier rouge. Plus jamais. Pour une raison inconnue, Orisa semblait agacée et bien après que Sato se soit couché, elle a tenté de le séduire. Quand Sato s'est réveillé, il a trouvé étrange que son corps réagisse à Orisa. Même si son esprit luttait contre ça, c'était très perturbant. Il lui a fallu un certain temps, mais il a fini par réaliser qu'elle lui avait jeté un sort et lui a rapidement ordonné de ne plus en lancer. Il lui a aussi ordonné d'annuler tous les sorts qu'elle avait lancés, ce qui l'a agacée, elle n'était pas contente du tout. Voyant sa réaction, Sato en a déduit qu'elle avait également jeté un sort hypnotique lorsqu'elle parlait aux invités en bas et lui a demandé pourquoi elle les avait utilisés sur lui. Orisa a fait semblant d'ignorer, alors il a utilisé sa position de maître pour lui ordonner de répondre à toutes ces questions sans mentir. N'ayant pas le choix, Orisa a admis qu'elle l'avait fait parce qu'elle l'aimait et qu'elle voulait qu'il l'aime en retour. Elle a semblé affirmer que c'était le coup de foudre, mais comme il n'aimait pas les filles plates, elle a décidé d'utiliser la magie pour atteindre son but. Sada a été surpris par son aveu, mais lui a tiré les joues pour la discipliner pour ce qu'elle avait fait. Il a ensuite vérifié à nouveau ses statistiques, et après avoir examiné ses compétences, il a dit qu'il n'en avait jamais vu aucune auparavant. Arisa a souri en entendant cela, et a révélé qu'elle était japonaise comme lui. Cependant, elle s'était réincarnée dans ce monde après sa mort avec tous ses souvenirs intacts. Elle a ensuite demandé s'il avait également été réincarné comme elle, ou s'il avait été Isekai avant que Truck-kun ne puisse l'atteindre. Selon elle, ceux qui se sont réincarnés étaient morts dans leur ancien monde et étaient renés dans ce monde, tandis que ceux qui ont été transférés étaient généralement forcés d'apparaître dans ce monde via une magie d'invocation. Ces personnes étaient soit des héros, soit des transferts pour conserver leur apparence et leurs vêtements d'origine lorsqu'ils arrivaient là. Sato lui a dit qu'aucune de ces choses ne s'appliquait à lui puisqu'il n'était pas rené et avait vieilli de près d'une décennie en arrière pour redevenir un adolescent. Intrigué, Arisa a demandé s'il avait reçu des pouvoirs et des compétences magiques de haut niveau ou infini, et il a expliqué qu'ils étaient tous en dessous de la moyenne. Peu impressionnée, elle a arrêté de le questionner, alors il lui a demandé de lui raconter comment elle était devenue esclave. Le lendemain, Martha est venue avec Zena pour réveiller Sato. Et quand elles l'ont trouvé torse nu avec Arisa à côté de lui et Lulu marmonnant à quel point il était rude, elles ont eu la mauvaise idée. Zena l'a immédiatement insulté, disant qu'il n'était rien d'autre qu'un outil agricole cultivé. Et après qu'elle se soit enfuie, Zena s'est excusée d'avoir interrompu sa session privée. Orisa, encore endormi, a ensuite conseillé à Sato de retrouver Zena et de clarifier les choses. Il s'est donc habillé et a sauté par la fenêtre pour l'intercepter en pleine course. Il lui a juré qu'elle avait eu la mauvaise idée à son sujet et a réussi à la convaincre de croire qu'il disait la vérité. Pour se faire pardonner, il a proposé de l'emmener acheter un châle, et à leur retour, ils ont été accueillis par la sournoise Arisa. Elle a dit qu'elle était contente de voir qu'ils avaient clarifié le malentendu, mais Sato lui a quand même tapé la tête pour avoir causé le problème en premier lieu. Il lui a demandé d'aller chercher les autres, et pendant qu'elle était partie, il s'est souvenu de leur dernière conversation de la veille. Il s'est avéré qu'Orisa était née princesse dans ce monde, et comme elle avait tous ses souvenirs, elle a tenté de les utiliser pour enrichir son royaume. Au début, tout s'est bien passé, mais à un certain moment, les choses ont commencé à s'effondrer, et au moment où elle s'est rendue compte de ce qui se passait, il était trop tard. Son royaume a été rapidement envahi, et tandis que le roi et le prince héritier ont été exécutés publiquement, elle et le reste de la maison royale ont été réduits en esclavage. Un jour, un démon a attaqué le château. Alors elle s'est échappée avec Lulu et s'est cachée dans les montagnes où Nidoran les avait trouvés. De retour dans le présent, toutes les filles, sauf Lulu, qui ne se sentait pas bien, se tenaient devant Sato, et il leur a donné de l'argent pour acheter les choses dont elles n'avaient pas besoin. Une fois que lui et Zena étaient côté seuls, elle a demandé ce qu'il prévoyait de faire le reste de la journée. Il lui a dit qu'il voulait chercher une maison à louer pour que toutes ses filles soient à l'aise, et elle a proposé de l'accompagner. Ils se sont rendus au bureau des petits boulots, qui, heureusement, n'étaient pas dirigés par Shintoki, et ont demandé de l'aide à Nadi, le personnel. Nadi a demandé quel était son budget, et il a dit qu'il était prêt à dépenser jusqu'à 1 pièce d'or. Elle a donc trouvé 3 maisons dans cette fourchette de prix, mais après les avoir vérifiées, Sato a vu qu'aucune d'elles n'était idéale. Quand ils sont retournés au bureau, Nadi a promis de vérifier d'autres options appropriées, et a suggéré qu'ils aillent voir le marché aux puces pour passer le temps. Elle a également parlé à Zena d'un théâtre en plein air, qu'elle a juré serait parfait pour un rendez-vous, faisant rougir la timide fille. Alors qu'ils étaient au marché, ils ont croisé Arisa et les autres, et Sato a demandé à Arisa pourquoi elle avait changé la couleur de ses cheveux. Elle lui a dit que c'était parce que les cheveux violets étaient considérés comme une mauvaise chose dans les environs, alors elle essayait d'être prudente. Ils sont ensuite allés voir un vendeur vendant des cartes illustrées pour aider les enfants à apprendre à lire.
Sato les a donc achetés pour que Lisa et les autres puissent apprendre à lire avec elle. Après cela, Arisa a proposé d'aller acheter des billets pour la pièce de théâtre en plein air. Il lui a donc donné de l'argent et s'est excusé auprès de Zena pour le fait que la jeune fille l'ait bloqué. Zena lui a assuré que cela ne la dérangeait pas, mais il a voulu se faire pardonner et l'a emmené acheter des bijoux. Pendant qu'il regardait le stand de bijoux, les filles sont revenues et ont emmené Zena. Bientôt, la pièce a commencé et Sato s'est rendu compte que c'était un plagiat de Roméo et Juliette dans lequel le protagoniste masculin était tué par une servante tandis que la protagoniste féminine se suicidait. Cependant, cela ne s'est pas arrêté là, parce que le protagoniste masculin est revenu en tant que zombie à petit budget pour se venger de ceux qui lui avaient fait du tort, comme s'il était le Punisher. Avant qu'il ne puisse tuer le méchant Marcus qui l'avait séparé de son amoureuse, il a été vaincu par un chevalier sacré, car il avait échappé à la mort. Marcus s'est repenti, mais sa vie a quand même été abrégée par une malédiction familiale, ce qui n'avait aucun sens pour Sato. Après la pièce, Sato a entendu Orisa et Zena parler de la pièce. Zena a dit qu'elle s'était sentie triste quand la protagoniste féminine s'est suicidée, mais Orisa a dit que c'était une décision stupide. En ce qui la concernait, la fille aurait dû se venger de Marcus, mais Zena n'était pas d'accord. Elle a souligné que c'était le refus de la protagoniste féminine de suivre les souhaits de ses parents qui avait conduit à la disparition d'elle et de son amant. Cela a incité Arisa à demander à Zena si elle préférerait épouser celui que ses parents voulaient qu'elle épouse ou servir dans l'armée pendant 5 ans afin de pouvoir éviter les fiançailles et revenir épouser Sato qu'elle aimait. Zena ne savait pas comment répondre. Alors, Orisa lui a dit que si elle ne pouvait pas tout sacrifier pour être avec son amour, alors elle ne l'aimait pas. Réalisant que les choses étaient sur le point de dégénérer, Sato est intervenu et a dit à Arisa de s'excuser auprès de Zena, ce qu'elle a fait. Il a ensuite dit aux filles d'aller manger quelque chose, et alors qu'ils retournaient à l'auberge avec Zena, ils ont croisé Iona, Liliu et Ru. Les filles avaient l'air plutôt amochées, alors Zena a utilisé la magie de guérison sur elles pendant qu'elles expliquaient ce qui s'était passé. Elles ont dit qu'elles avaient combattu des fourmis Fang, et Ru pensait que la cavalerie de Ratman, qui avait traversé la frontière, était celle qui avait provoqué les fourmis en premier lieu. Elle a dit que le chef de Ratman portait un casque rouge et que si elle l'attrapait un jour, elle l'enverrait à la potence. Quand Zena a fini de s'occuper d'elle, elles ont entendu un cri. Et quand elles se sont précipitées dans la direction d'où ils venaient, elles ont trouvé les filles debout autour d'une fourmi morte. Elles ont dit qu'elle les avait attaquées depuis le ciel. Sato a donc utilisé sa compétence de carte pour scanner les environs et a appris qu'un essaim se dirigeait vers la ville. Juste au moment où il avertissait les filles à ce sujet, les cloches d'alarme ont sonné et elles ont vu les fourmis. Heureusement, la plupart d'entre elles ont été arrêtées par la barrière magique autour de la ville, mais certaines sont quand même entrées, alors Sato, les filles et les soldats s'en sont occupés. Pendant le combat, il a remarqué qu'une tente était entrée dans le bureau des petits boulots, alors il s'est précipité là-bas pour sauver Nadi. Comme les escaliers menant à l'endroit où elle se trouvait étaient gravement endommagés à cause du venin de la fourmi. Heureusement, son manager est arrivé et a utilisé des vignes magiques pour la faire sortir, évitant ainsi à Sato d'avoir à le faire. Nadi remercie Sato d'un baiser sur la joue et fait de même pour son manager. Il te demande donc comment tu vas, tu dois juste dire que tu vas bien. Qui a demandé qui était Sato. Nadi l'a présenté comme l'un de leurs clients et Sato a été intrigué de voir que c'était un elfe. Après avoir quitté le bureau, il a rencontré Zena, qui a dit qu'elle rejoindrait les gardes pour vérifier la ville à la recherche d'autres fourmis et pour aider les gens. Dès qu'elle est partie, il s'est retourné pour voir Lisa avec un garde qui voulait prendre les noyaux que Lisa avait récoltés, alors Sato l'a déjoué. Ce soir-là, toutes les filles ont dîné. Sato est sorti acheter des médicaments pour Lulu et a croisé des gars qui l'ont convaincu d'aller boire avec eux. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans un bordel contre son gré. En chemin vers la pharmacie plus tard, il a entendu un bruit provenant d'une ruelle voisine et est allé vérifier. En arrivant là, il s'est fait attaquer par des clones d'ombre, dont il était sûr qu'ils ne provenaient pas du village caché des feuilles. Il a réussi à les repousser et a découvert leur cible gisant blessée dans la ruelle, alors il a essayé de l'aider. Il s'est avéré que c'était le chef de Ratman dont Ru avait parlé, mais il a supplié Sato de le laisser et de mettre la princesse qu'il protégeait en sécurité. Bien sûr, Sato n'a pas écouté et a emmené à la fois lui et la princesse au bureau des petits boulots. Utilisant les compétences de cambriolage qu'il avait apprises de Nami, il a ouvert la porte et est entré à l'intérieur avec eux. Quand Nadi et le manager sont descendus, ils ont été surpris de voir Sato et encore plus surpris de voir le Ratman et la princesse elfe que le manager a appelé Mia. Sato n'est retourné à l'auberge que le lendemain matin, et Arisa s'est plainte qu'il ait passé la nuit dehors, mais il l'a ignoré et a tourné son attention vers Lulu, qui venait de se réveiller. Il lui a tendu le médicament, et après lui avoir dit quand le prendre, il est reparti. Quand il est revenu au bureau des petits boulots, il a demandé à Nadi comment allaient Mia et les Ratmen. Nadi a dit qu'ils dormaient tous les deux, et a expliqué que le problème de Mia n'était pas causé par des blessures, mais plutôt par une privation prolongée de magie. Ce dont elle avait besoin, c'était d'une potion de mana qu'il ne pouvait pas se permettre. Et même s'il le pouvait, ce ne serait pas aussi efficace que de l'emmener dans un endroit riche en mana. Juste à ce moment-là, Mia s'est réveillée, alors ils sont allés la voir, et quand elle a vu Sato, elle a demandé s'il était un utilisateur d'esprit. Sato lui a dit qu'il ne l'était pas. Alors, elle a demandé s'il avait déjà vu un esprit, ce qui l'a surpris car il ne savait même pas que les gens pouvaient voir les esprits.
Nadi a expliqué que seuls ceux qui avaient la vue des esprits pouvaient les voir, et Mia avait la vue, puis est parti préparer de la nourriture pour Mia. Sato est resté pour regarder Mia, alors il l'a engagée dans une petite conversation, lui demandant comment dire bonjour en langue elfique, et une fois qu'elle lui a dit, il a acquis la compétence de parler elfique. Plus tard dans l'après-midi, quand il est retourné à l'auberge, il a trouvé les filles en train de jouer à un jeu avec les cartes d'apprentissage qu'il avait achetées la veille. Croyant qu'elles avaient appris quelque chose, il a décidé de les tester, et a été surpris de voir qu'elles désignaient tout comme de la viande. Il s'est tourné vers Orisa pour obtenir une explication et elle a admis timidement qu'elle n'avait pas essayé de les corriger quand elles avaient mal étiqueté les images. N'ayant pas le choix, il a décidé de leur enseigner les bons mots, mais elle n'était intéressée qu'à apprendre à lire et à écrire le mot viande. Pendant qu'il leur enseignait, Martha est sortie pour appeler Yuni afin qu'elle puisse aller nettoyer les écuries ensemble. Yuni lui a dit qu'elle l'avait déjà fait avec Tama et Pachi, alors pour les féliciter pour leur travail bien fait. Quand elles se sont assises pour pique-niquer plus tard, Sato a parlé aux filles du Ratman et de Mia. Entendre qu'elle était une princesse a excité les petites et Arisa. Alors elle supplie Sato de les emmener la voir. Sato a accepté et a demandé à Lulu si elle se sentait assez forte pour les accompagner, et elle a dit oui. Quelques heures plus tard, il les a emmenés voir Mia. Et pendant qu'elle s'extasiait sur elle comme si elle était une poupée Barbie en édition limitée, il est descendu parler à Nadi. Lulu était avec elle, et quand il les a rejointes, Nadi a demandé s'il aimerait acheter une charrette tirée par un cheval. Sato lui a dit qu'il n'avait aucune expérience de la conduite de charrette, alors il ne pensait pas qu'il en achèterait une. Mais Lulu a pris la parole, disant qu'elle pouvait lui apprendre. Suite à cela, il a dit à Nadi qu'il achèterait le cheval et la charrette qu'elle avait suggéré et lui a donné une bourse pour payer. Le lendemain, il a emmené les filles camper et a acquis beaucoup de compétences en installant le camp avec elles. Tama et Pachi ont été effrayées par la bouilloire sifflante, car elles croyaient qu'elle était en colère. Sato a donc expliqué que c'était le son qu'elle faisait pour signaler que l'eau bouillait. Curieuses, les filles ont demandé pourquoi et comment elle faisait ce son. Mais avant que Sato ne puisse expliquer, Orisa a volé la vedette. Elle est rapidement passée d'une tête en l'air à un gourou de la science et leur a expliqué la science derrière l'eau bouillante, ce qui a impressionné Sato. Plus tard, après qu'elles aient mangé et que les filles jouaient, l'enfant bête que Sato avait nourri il y a quelques jours est venu lui apporter des noix et des baies pour le remercier. Sato était hésitant à les prendre parce qu'il savait qu'il n'avait rien à faire, alors il leur a offert du bœuf séché en retour, affirmant qu'il en avait trop. Quand ils sont retournés en ville plus tard, il a récupéré sa nouvelle carte auprès de Nadi, et Arisa a dit qu'il pourrait l'utiliser pour ramener Mia chez elle. Sato lui a dit qu'il devrait en parler au manager, puis est parti avec Lulu pour leur leçon de conduite. Au début, Nadi était silencieuse et réservée comme elle l'était toujours, mais Sato a réussi à la mettre à l'aise autour de lui, et elle a commencé à lui raconter des histoires sur Orisa. Après un certain temps, elle lui a tendu les rênes et Sato a conduit la charrette comme s'il le faisait depuis sa naissance. Sur le chemin du retour vers la ville, il a soudainement senti une aura menaçante, mais pour une raison quelconque, sa carte ne montrait aucun ennemi. Tout ce qu'il voyait, c'était une autre charrette et un hibou qui le fixait comme s'il le connaissait. Après que le hibou se soit envolé, il a tourné son attention vers la route, mais n'a pas pu se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Quand ils sont arrivés à l'auberge, les filles sont venues l'accueillir et elles ont amené Mia avec elles. Arisa a insisté pour qu'ils achètent quelque chose de délicieux pour célébrer la guérison de Mia. Alors Mia a dit qu'elle voulait des brioches au miel. À la mention de cela, Tama et Pachi se sont excités, alors Sato a envoyé Lisa et Lulu en acheter. Alors qu'elles s'éloignaient, il a senti l'aura à nouveau, et quand il s'est retourné, il a vu le hibou le regarder à nouveau. Pendant qu'il lui rendait son regard, Tama a commenté à quel point l'oiseau avait l'air étrange, puis il s'est envolé. Ignorant le sentiment, il a ramené les filles au bureau des petits boulots. Nadi l'a donc informé que le Ratman était enfin réveillé et avec le manager. Il est rapidement monté à l'étage pour aller le voir, et le Ratman l'a remercié de lui avoir sauvé la vie. Prenant place à côté du manager, Sato a demandé au Ratman de lui raconter ce qui s'était passé. Il s'est avéré que Mia avait été kidnappée par des sorciers et enfermée dans une tour comme une princesse Disney cliché. Heureusement, elle n'avait pas besoin de l'aide du prince charmant pour s'échapper, et c'est alors qu'elle a rencontré le Ratman et son peuple. Puisque les sorciers savaient où ils se dirigeaient, ils ont envoyé les Yans volants pour les suivre, mais n'ont pas réussi à capturer Mia à nouveau. Le Ratman ne savait pas pourquoi Mia avait été kidnappée, mais Sato a supposé que le manager le savait. Cependant, il n'était pas disposé à donner l'information. Sato n'a donc pas insisté pour qu'il parle. Juste au moment où il essayait de soulever son offre de ramener Mia chez elle, ils ont entendu les filles crier et se sont précipités en bas pour voir ce qui se passait. À leur grande surprise, il a appris qu'elles avaient été effrayées par le bruit du tonnerre. Elles se sont immédiatement accrochées à Sato, et pendant qu'elle le suppliait de les sauver du tort en colère, Tama a remarqué le hibou assis dans la pièce. Il a fallu quelques secondes à Sato pour remarquer ce qu'elle regardait, et avant qu'il ne puisse réagir, une silhouette encapuchonnée est apparue à côté du hibou. Tout le monde était stupéfait, et quand le Ratman a tenté de l'attaquer, il a jeté un sort qui a affaibli tout le monde. Orisa a pu y résister grâce à ses pouvoirs psychiques, et Sato a rapidement activé sa compétence de résistance. Il a ensuite vérifié les statistiques de leur attaquant et a vu que son nom était Zen, juste le protagoniste masculin de la pièce qu'ils avaient regardée l'autre jour. Quand Zen s'est adressé à Mia, disant qu'il était venu la ramener, Sato s'est placé devant elle et a dit avec défi qu'il le laisserait prendre Mia par-dessus son cadavre.
Il a chargé sur Zen, espérant l'assommer avec sa compétence d'arts martiaux, mais quand il a tenté de faire un Saitama, sa main a traversé le corps de Zen. Alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait dans Casper, le fantôme amical, Zen a contrôlé ses ombres pour l'attraper. Alors Arisa s'est fâchée et l'a caché à Sam avec un sort, qui n'a réussi qu'à déplacer sa capuche et à révéler son visage. Choquée, elle l'a accidentellement appelé Brock, mais Zen l'a averti de ne pas le comparer à un chat dégénéré cultivé comme cet afro-squelette et a essayé de l'attaquer avec ses ombres. Heureusement, Sato a empêché cela en tirant sur les tentacules, tandis que le manager s'est précipité pour se tenir devant elle. Sato s'est également libéré, et alors qu'il venait leur prêter main forte, il a remarqué qu'Arisa préparait un sort dans son dos. Il a donc pointé son arme sur Zen pour le distraire. Finalement, Arisa lui a crié de bouger, alors il a sauté de côté et elle a frappé Zen avec un sort explosif. Si elle avait été plus forte, Zen aurait été réduit en poussière, mais malheureusement, elle n'a réussi qu'à le blesser un peu. Voyant ses cheveux reprendre leur couleur d'origine, Zen a déduit qu'elle s'était réincarnée, mais elle était trop faible pour lui répondre et s'est évanouie. Sato a essayé de tirer sur Zen avec son arme magique, mais son bouclier protecteur était trop fort pour être pénétré. Zen a ensuite dit à Sato de conseiller à Orisa de ne pas utiliser la compétence unique qu'elle avait utilisée contre lui. Suite à cela, il a attrapé Mia avec ses ombres et a dit à Sato que s'il la voulait en retour, il devrait venir au berceau. Au moment où le portail d'ombre de Zen s'est fermé, Lisa et Lulu sont arrivés. Sato leur a donc ordonné d'aller chercher de l'aide pour Arisa et les autres pendant qu'ils partaient à la poursuite de Mia. Il a sauté dans le portail d'ombre de Mia avant que les filles ne puissent l'arrêter et s'est retrouvé flottant dans un abîme sombre. Il a essayé d'utiliser sa carte pour découvrir son emplacement, mais aucune carte n'était disponible pour la zone. Confus, il a commencé à avoir des problèmes techniques, et quand son corps a commencé à ressembler à du code, il a crié d'agacement, et l'instant d'après, la scène a changé. Il s'est retrouvé dans une salle du trône où une Mia inconsciente recevait des soins, et un Zen surpris a exigé de savoir comment il s'était échappé de sa prison d'ombre. Sato a menti en disant qu'il possédait une amulette de lumière qui empêchait la magie de fonctionner sur lui, et cela a agacé Zen, parce qu'il sentait que Sato avait triché pour sortir de son procès. Il a ensuite déclaré que Sato n'avait pas mérité le droit de le combattre, il devait donc retourner au début. Sato a ignoré ce qu'il racontait et a essayé d'aller chercher Mia, mais avant qu'il ne puisse aller loin, Zen a claqué des doigts et il s'est retrouvé dehors. Devant lui se trouvait un grand arbre qu'il a compris être le berceau, il a donc décidé qu'il jouerait selon les règles de Zen et le conquérirait. Il s'est ensuite frayé un chemin à l'intérieur et après avoir combattu des monstres, il est arrivé à un étage où Adriade résidait, mais elle n'avait aucun intérêt à le combattre et lui a plutôt demandé de lui donner du mana. Avant qu'il ne puisse réagir, elle l'a embrassé puis l'a remercié en ouvrant un couloir vers ce qui était autrefois un laboratoire. En parcourant les livres là-bas, il a appris que le créateur du berceau était l'ancêtre de Mia, et qu'il l'avait créé dans l'espoir que cela aiderait à insuffler la volonté de survivre aux jeunes elfes lorsqu'ils seraient confrontés au danger. Cependant, il l'avait scellé avant de mourir, afin que lorsque ses compagnons elfes en auraient besoin, ils le trouveraient en attente. Après avoir lu l'histoire du berceau, Sato est retourné auprès de la Dryade et a demandé des indications pour se rendre aux étages supérieurs. Elle lui a demandé de se tenir au milieu d'un cercle de fées afin qu'elle puisse l'envoyer au 100e étage, et l'a averti que le gardien de l'étage était Corias. Quand il est arrivé là, il a trouvé 3 homoncules féminines, et s'est demandé s'il était entré dans l'univers de Full Metal Alchemist. Les filles l'ont félicité d'être arrivé aussi loin, mais ont dit que s'il voulait continuer, il devait vaincre le golem de fer. Sato n'a rien dit alors que les filles activaient le golem, et quand il a commencé à s'approcher de lui, il a simplement tiré sur l'une des lettres sur sa tête. Voyant cela, l'une des filles a demandé aux 2 autres de fuir pendant qu'elles combattaient Sato. Mais avant de le faire, elles l'ont aidé à lancer une attaque. Sato a esquivé les attaques de la fille avant de l'assommer facilement avec un seul coup de poing. Étant le gentleman qu'il était, il l'a emmenée avec lui dans la pièce suivante et pendant qu'elle dormait, il a continué à explorer le berceau et a bientôt trouvé une 2e dryade. Celle-ci était toute desséchée, alors il a offert une prière et a versé de l'eau sur elle pour la ranimer. Dès qu'elle a repris conscience, elle a pris une partie de son mana et il lui a demandé de le transporter aux étages supérieurs, alors elle l'a envoyé au 113e étage. Il a dû combattre des insectes géants avant de pouvoir avancer, et quand il est arrivé dans la salle du trône, Zen a été surpris. Cependant, il a dit que Sato n'avait pas encore mérité le droit de les combattre. « Rends-moi un service, s'il te plaît, sors d'ici. » Il l'avait donc envoyé combattre quelqu'un, et s'il gagnait, il gagnerait le titre de héros ainsi que l'épée sacrée Jalhorn. Ses adversaires se sont avérés être les 2 homoncules qui lui ont échappé, ainsi que 5 autres qu'il n'avait pas rencontrés et quelques golems. Zen était sûr que Sato allait perdre. Alors, quand il a donné un coup de pouce magique à ses combattants, il a fait de même pour Sato et a dit qu'il était impatient de voir un combat de niveau gladiateur. La bataille n'a pas duré très longtemps, car il a facilement détruit les golems et a montré aux filles qui était leur papa. Avant que la dernière fille ne s'évanouisse, elle l'a supplié de réaliser le souhait de son maître. Zen a ensuite félicité Sato pour sa victoire et lui a offert l'épée sacrée qu'il avait promise. Curieux, Sato a demandé ce qu'il désirait vraiment, et Zen a répondu qu'il était à la recherche d'un héros qui pourrait mettre fin à sa vie. Quoi ? Il a dit que sa première vie s'était terminée tragiquement. Alors Dieu a eu pitié de lui
et lui a permis de renaître dans une famille respectable qu'il aimait. Quand il a grandi, il est tombé amoureux et s'est marié avec une femme qu'il croyait être bien au-dessus de son niveau. Malheureusement, un noble avide est également tombé amoureux de sa femme. Alors, pour la garder pour lui, il l'a fait exécuter sous de faux prétextes. Après sa mort, on lui a montré l'image de sa famille d'Adnou qui avait été massacrée et de sa femme qui était également morte à cause de ce qui s'était passé. Horrifié par le sort qui s'est abattu sur eux, il s'est relevé d'entre les morts et a transformé les restes de sa famille en une armée de morts vivants et a obtenu sa vengeance. Malheureusement, en raison de la bénédiction que Dieu lui avait accordée, il ne pouvait pas mourir et retrouver sa femme. Cependant, maintenant que Sato était là, il voulait qu'il le frappe avant qu'il ne devienne un seigneur démon maléfique. Comprenant sa situation difficile, Sato a exaucé son souhait et Zen a ri joyeusement, disant qu'il pouvait enfin retrouver sa femme. Une fois qu'il était parti, Sato a ramassé sa bague. Mais l'instant d'après, une sorte de nuage de fumée s'éleva de sa robe. Quand Sato essaya de la couper avec son épée, elle lui dit qu'il avait gagné cette manche, mais promit qu'il se reverrait en s'enfuyant. L'instant d'après, un message d'autodestruction se fit entendre. Il se précipita vers Mia et lui administra une potion de mana pour la réveiller. Une fois qu'elle a repris conscience, il lui demanda si elle pouvait désactiver la séquence d'autodestruction et Mia dit qu'elle pouvait essayer. Cependant, quand elle a vu les commandes, elle lui dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Sato tapota dessus pour voir s'il y avait une issue, et il découvrit que Sen avait tout mis en place pour s'assurer que Mia s'en sorte. Alors, il a élaboré un plan. Il a fait en sorte que Mia emmène les 7 homonculus de la salle du trône avec elle et lui promit qu'il viendrait la chercher. Une fois qu'il eut sauvé celui qu'il avait laissé à l'étage inférieur, dès qu'ils furent partis, il se lança dans une course contre la montre, esquivant tout ce qui pouvait l'écraser alors qu'il se dirigeait vers l'homonculus. Après l'avoir trouvé, il retourna voir la dryade et lui demanda de les transporter à l'extérieur du berceau, mais elle demanda du mana et des graines en retour. Immédiatement, il lui offrit les noix et les baies que le peuple bête lui avait données. Après les avoir mangées, elle prit son mana via un baiser, eh oui, et les transporta à la base d'un arbre creux juste à l'extérieur du berceau. Malgré le fait que le berceau se transformait en une mer de sel qui était sur le point de les engloutir, la dryade choisit de rester dans la forêt. Sato la remercia pour l'aide qu'elle lui avait apportée et se mit à courir comme s'il essayait de battre le record du monde d'Usain Bolt. Il arriva bientôt à une étendue d'eau, mais cela ne suffit pas à ralentir le sel. Il eut soudain une idée lumineuse après s'être souvenu du cours d'Arisa sur l'eau bouillante. Immédiatement, il commença à utiliser son sort de tir de feu sur l'eau, la frappant avec autant de tirs que possible pour s'assurer qu'elle atteigne le point d'ébullition. Finalement, ça a marché et cela a formé une sorte de mur d'eau qui a arrêté l'avancée du sel et lui a permis de se mettre en sécurité. Il continua son voyage pour retrouver Mia et quand il arriva au point de rendez-vous, il vit que ses filles étaient là aussi. Lisa fut la première à le serrer dans ses bras et alors qu'elle pleurait à chaudes larmes de soulagement, il s'excusa de les avoir inquiétées. Orisa et Lulu furent les dernières à rejoindre le groupe et alors qu'il regardait son faux Sundar pleurer, il se souvint du conseil de Zen, qu'il empêche Orisa d'utiliser le pouvoir que Dieu lui avait conféré afin qu'elle ne finisse pas comme lui. Il revint au présent juste à temps pour entendre Orisa lui dire de promettre de ne plus jamais tenter d'être un casse-cou. Au moment où toutes les filles commencèrent à pleurer, Mia et le manager s'approchèrent d'eux. Alors il s'accroupit au niveau de Mia et elle le remercia de l'avoir sauvé en lui embrassant le front. Après cela, il rencontra les homonculus qui le remercièrent de ne pas les avoir laissés périr, ainsi que d'avoir exaucé le souhait de leur maître. Après leur avoir remis l'alliance de Zen, ils lui jurèrent fidélité, disant qu'il était leur nouveau maître aux grandes dames d'Arisa. La seule chose qu'ils demandèrent était qu'il leur permette de se rendre dans la ville natale de Zen pour déposer son anneau sur la tombe de sa femme. Cependant, il lui dit d'en choisir un pour rester en arrière et le garder, mais il refusa de choisir une personne. Ils ont donc décidé par un jeu de pierre, papier, ciseaux. L'homonculus qui l'a sauvé a gagné le jeu, alors il lui a donné le nom de Nana avant de commencer le voyage de retour. À un moment donné, ils se séparèrent de ses sœurs et de l'homme rat, puis continuèrent leur chemin vers la ville. Une fois arrivé, Sato se rendit au poste, où il avait obtenu ses papiers pour expliquer ce qui s'était passé. Il convainquit l'homme qu'il avait été enlevé par un nécromancien avec une vendetta contre le royaume, et qu'il avait été sauvé par un groupe de 6 épéistes. Quelques instants plus tard, Senna se précipita en pleurant, alors l'homme leur laissa un peu d'intimité, et après qu'elle se soit calmée, ils eurent une belle conversation. Il s'était excusé de l'avoir inquiété, et lui avait offert les boucles d'oreilles qu'il avait achetées au marché aux puces. Il l'informa ensuite qu'il avait promis de ramener Mia à la maison, et elle s'inquiéta, pensant qu'il ne reviendrait pas. Sato l'assura qu'il reviendrait, mais elle ne se détendit qu'après qu'il l'ait promis avec son petit doigt. Le jour de leur départ, Zana les poursuivit à cheval, alors ils s'arrêtèrent pour permettre à Sato de lui parler. Elle lui dit qu'elle ne pouvait pas l'accompagner, mais dit qu'une fois que son frère serait devenu le nouveau chef de la famille au printemps, elle le rejoindrait où qu'il soit. Quelques heures après avoir quitté la ville de Suryu, Sato et les filles s'arrêtèrent pour déjeuner, et peu de temps après leur repas, il trouva Lisa en train de faire des crêpes. Quand il lui demanda pourquoi, elle expliqua que c'était des collations pour la route, alors il se tut. Cependant, Arisa sortit de nulle part, comme d'habitude, et s'immisça dans la conversation comme l'une de ces filles agaçantes qui voulait attirer l'attention. Elle dit à Lisa qu'elle stockerait les crêpes dans sa boîte d'objets et expliqua à Sato qu'il fallait du mana pour déposer ou retirer des objets.
Curieux, Sato compara cela à son stockage après l'avoir acquis. Mais comme il n'avait pas le temps, il décida de les vérifier plus tard. Il rassembla ensuite les filles, et ensemble, ils chargèrent le chariot, s'occupèrent des chevaux et réparèrent les coussins de paille. Peu de temps après la réparation des coussins, Sato fabriqua des animaux en peluche pour toutes les filles, sauf Lisa, Lulu et Arisa, qui ne cachèrent pas leur déception. Il reprit bientôt son chemin, et après quelques heures, ils firent une autre pause. Il permit aux filles de jouer un peu. Mais quand Lisa mentionna qu'il était temps de se remettre en route, il envoya Tom et Pochi explorer la région. Alors Orissa les accompagna. Pendant leur absence, il aperçut Mia jouant un air à l'aide d'une feuille alors qu'elle était assise sous un arbre avec Nana. Intrigué, il les rejoignit et complimenta les compétences de Mia, ce qui la rendit très heureuse. Mia enseigna ensuite à tout le monde, à l'exception de ceux qui étaient mode partie en éclaireur, à jouer un tome sur la feuille, et pour une raison quelconque, l'air de Sato ressemblait à un chat mourant. Refusant d'abandonner, il augmenta sa maîtrise de la compétence, mais cela ne changea rien au fait qu'il ne percerait pas dans l'industrie de la musique folk. Orisa revint pendant qu'il faisait cette performance embarrassante, et après avoir fait savoir qu'il était terrible, elle lui demanda de l'accompagner. Ils se rendirent au sommet des pierres tombées que Sato réalisa bientôt être des torii de pierre, indiquant qu'un sanctuaire s'y trouvait autrefois. Alors qu'il continuait à les fixer, il fut soudain entraîné dans un souvenir d'une version plus jeune de lui-même, parlant à une fille aux cheveux étrangement colorés dans un sanctuaire. La fille lui avait dit qu'ils seraient toujours ensemble, peu importe le monde ou l'époque où ils se trouvaient, et elle l'appelait Ichiro. Il lui demanda si elle croyait à la réincarnation, et elle répondit que la durée de vie des humains et des dieux était différente. C'est pourquoi il devait prier les dieux pour s'assurer qu'ils restaient ensemble quoi qu'il arrive. Le souvenir se transforma bientôt en une jeune fille exécutant la danse Kagura, une danse offerte à une divinité tombée amoureuse d'un humain. Au moment où elle termina la danse, Sato fut ramenée à la réalité par le son de la voix d'Orisa, et elle demanda pourquoi il s'était perdu dans ses pensées. Sato ne répondit pas car il essayait toujours de comprendre qui était cette fille et de quoi parlait ce souvenir. Agacé, Orisa s'éloigna et à ce moment-là, son système l'informa que le torii était en fait une porte de voyage. Il en informa immédiatement Orisa et elle demanda avec enthousiasme s'il pouvait le réparer, mais il répondit que non. Après qu'ils en soient descendus, Pochi revint avec l'animal qu'elle avait attrapé, alors Lisa proposa de le dépouiller et de le cuisiner. Cependant, lorsque Lulu la supplia de lui apprendre à dépouiller les animaux, elle décida de la laisser faire. Tama revint peu de temps après avec un bébé monstre, qu'Arisa trouva mignon et demanda à porter. Malheureusement, elle ne le tint pas correctement, et l'animal s'échappa, rendant Tama triste, mais ils la réconfortèrent, en lui disant qu'elle pourrait toujours chasser la prochaine fois. Comme ils avaient faim après avoir chassé, Arisa sortit les crêpes qu'elle avait stockées dans sa boîte d'objets, et les leur donna même si elle n'était pas contente qu'elles ne soient plus que chaudes. Le lendemain, alors qu'ils continuaient leur voyage, il découvrit qu'il avait gagné le livre de sorts de Zen, alors il prit le temps de le parcourir. Il apprit que la plupart des séquences magiques étaient écrites comme des programmes, et se demanda si un programmeur avait créé la magie de ce monde. Néanmoins, il chercha un sort qui permettrait d'effectuer de la magie quotidienne comme se laver, mais il n'en trouva aucun. Refusant d'abandonner, il décida de créer un nouveau sort, et se laissa tellement emporter qu'il ne réalisa pas qu'il tripotait Nana, jusqu'à ce que Larissa lui crie dessus. Il s'excusa pour son erreur et expliqua qu'il s'était perdu dans ses pensées en essayant de créer un nouveau sort qu'il voulait que Mia essaie. À ce moment-là, il fut alerté de la présence d'hommes-rats et en déduisit qu'il s'agissait des camarades du commandant des hommes-rats. Il demanda aux filles de se garer, et après avoir conclu un accord avec le ravisseur, les hommes-rats furent libérés. Sato leur dit qu'ils camperaient à cet endroit pour la nuit, mais les hommes-rats dirent qu'ils avaient une affaire urgente à régler et qu'ils ne pouvaient pas rester. Il fut alors convenu qu'ils se retrouveraient tous le lendemain, et après leur départ, Sato partit chasser avec Tama. Ils attrapèrent un cerf, et Tama était si fier d'avoir racheté sa perte de la veille. Pendant que les filles plus âgées partaient préparer le dîner, Sato fit tester le nouveau sort à Mia sur Tama, et cela fonctionna parfaitement. Plus tard dans la nuit, pendant que les filles dormaient, Sato était assis près du feu, vérifiant l'efficacité de la boîte d'objets par rapport à son stockage. Après quelques expériences, il réalisa que la boîte d'objets était inférieure à son stockage à plus d'un titre. Soudain, une idée lui vint. Il mit donc 2 morceaux de papier en feu et stocka chacun dans la boîte d'objets et le stockage. Lorsqu'il retira celui de la boîte d'objets, il vit que le feu s'était éteint. Mais lorsqu'il fit de même pour celui de son stockage, il vit qu'il brûlait toujours. Fort de ses connaissances, il mit le pot de ragoût dans son stockage. Ainsi, lorsqu'il le sortit le matin, il était encore fumant. Peu de temps après avoir repris leur voyage, ils rencontrèrent les hommes-rats et on leur montra la tombe de leurs amis morts en protégeant Mia. Ils leur rendirent tous hommage et Mia implora les arbres de leur permettre de reposer en paix. Quelques jours plus tard, ils croisèrent un homme qui était harcelé par le garde qui avait essayé de reprendre leur cœur à Suru City. Après qu'il se soit éloigné, Sato s'approcha du pauvre homme qui l'avait harcelé et lui offrit une potion de guérison pour son épaule disloquée. Quand il retourna au chariot, Arisa lui dit qu'il n'était pas le Père Noël, alors il devrait arrêter de donner des potions dont ils auraient probablement besoin à l'avenir. En entendant cela, il réfléchit à l'idée de faire des potions lui-même. Alors, quand ils s'arrêtèrent pour se reposer plus tard, il décida de tenter sa chance.
Il prépara d'abord une concoction médicinale pour la forte fièvre, après quoi il activa une tablette de transmutation et y plaça la concoction. Il ne fallut pas longtemps pour que la potion se forme, mais en feuilletant le livre, il apprit que s'il ne la stockait pas correctement, elle se dégraderait. Cela le rendit curieux, alors il regarda sous le flacon de potion qu'il avait et remarqua qu'il y avait un seau spécial placé là. Bientôt, ce fut la nuit, et pendant que les filles dormaient, il travailla à la création d'un objet magique. Arisa était la seule éveillée, alors elle vint découvrir ce qu'il faisait. Il lui montra sa création et elle l'essaya avec enthousiasme, voulant voir ce qu'elle pouvait faire, mais fut déçue quand elle vit qu'elle était aussi inutile que le cerveau de Patrick Star. Cependant, lorsque Sato y transféra du mana, elle se surchargea soudain et explosa, ce qui réveilla les autres en panique. Alors il s'excusa d'avoir perturbé leur sommeil. Le lendemain, alors qu'il se rendait dans la ville suivante, Sato remarqua que contrairement au comté de Suryu, la carte du comté dans lequel il se trouvait comportait beaucoup de zones blanches. Ne voulant pas errer accidentellement dans un piège mortel, il prit note mentalement de les vérifier quand il le pourrait. Bientôt, ils arrivèrent à la ville de Noki et Sato partit immédiatement à la recherche d'une boutique d'alchimie. Quelqu'un le dirigea, lui et Lizab, vers une boutique au bord du temps, et juste au moment où ils arrivèrent, deux hommes se précipitèrent dehors avec un sac de grande taille. Sato trouva leur comportement étrange, mais le laissa de côté alors qu'il entrait dans la boutique avec Lisa et Tao. Il demanda au boutiquier quelques articles, et elle lui dit qu'elle avait tout sauf des flacons, parce que les deux hommes qui venaient de partir les avaient tous achetés. Elle lui dit que s'il en avait désespérément besoin, il devrait se rendre à la poterie et acheter directement auprès d'eux. Après avoir quitté la boutique, Sato demanda à Lisa de rentrer seule en disant qu'il avait un endroit qu'il voulait visiter. Il se rendit d'abord à la poterie, mais n'eut pas de chance d'obtenir les flacons. Alors il partit. Plus tard, lorsque le chevalier arriva, il s'enveloppa le visage dans des bandages et mit une cape pour cacher son identité pendant qu'il échangeait des cœurs de monstres contre des rouleaux magiques à la boutique d'alchimie. Après avoir acheté les rouleaux, il les ouvrit et acquit toutes les compétences car il était sûr qu'elles seraient utiles. Il commença ensuite à explorer la forêt jusqu'à ce qu'il arrive à une zone qui n'apparaissait pas sur sa carte. Dès qu'il franchit le seuil, il réalisa que l'endroit était protégé par une barrière, et selon sa carte, la zone était connue sous le nom de Forêt de l'Illusion. Peu impressionné par son aspect normal, Sato pensa à faire demi-tour, mais il fut soudain attaqué par une sorcière. Il esquiva facilement ses attaques, alors qu'il essayait d'expliquer qu'il n'avait pas voulu s'introduire, mais la fille refusa d'écouter. Quand elle réalisa qu'elle ne pouvait rien lui faire, elle appela sa maîtresse et l'instant d'après, un grand oiseau atterrit sur elle. Assise sur le dos de l'oiseau se trouvait une sorcière plus âgée, et quand elle descendit, elle s'inclina devant Sato et se présenta. Plus tard, chez elle, elle s'excusa auprès de Sato au nom de son apprenti et dit que la fille n'avait pas su qu'il était un émissaire elfe. Sato se demanda ce qui lui avait donné cette idée, mais quand il remarqua la cloche que l'homme rat lui avait donnée, il comprit pourquoi. Il corrigea immédiatement la supposition, disant qu'il n'était pas un émissaire, mais quelqu'un qui avait un elfe sous sa garde pour le moment. À ce moment-là, l'apprenti, Ain, entra et elle s'excusa abondamment auprès de Sato pour l'avoir attaqué. Mais il lui dit que c'était sa faute d'être entré négligemment sur leur territoire. Tout étant éclairci, Ain commença à remuer une grande marmite de potions et elle dit à sa maîtresse que la potion serait prête à temps pour remplir leur part du pacte. Curieux, Sato demanda de quel pacte elle parlait, alors la sorcière expliqua qu'en échange de la protection des gens hors de la forêt de l'illusion, il livrait 300 potions au comte de Kuohanu 2 fois par an. Voyant que Sato était intéressé par les potions, la femme lui proposa de lui enseigner une recette spéciale en échange de la livraison d'une lettre pour elle. Un peu plus tard, bien après que Sato ait quitté la maison de la sorcière, il se rendit dans un bar pour rencontrer un potier. Et en attendant l'arrivée de l'homme, il entendit deux hommes parler du pacte. Il essaya d'écouter leur conversation, mais fut distrait par l'arrivée du potier. L'homme lui dit qu'en raison des réglementations, il ne pouvait pas fabriquer et lui vendre des flacons. Cependant, s'il venait à son atelier pour apprendre, il pourrait prendre ceux qu'il fabriquait. À ce moment-là, la conversation des hommes suspects lui revint aux oreilles, et il entendit l'un demander à l'autre de faire de lui son assistant quand il deviendrait le vice-roi. Son compagnon répondit qu'il avait l'intention de devenir comte, et quand cela arriverait, il construirait une nouvelle ville. Malheureusement, Sato n'entendit pas le reste de la conversation parce qu'Orisa surgit soudainement de nulle part avec Mia et Nana, et lui dit qu'il était temps de partir. Le lendemain, en se rendant à l'atelier de poterie, Sato sentit qu'Aang était en danger, alors lui et les filles se précipitèrent à son secours. Ils réalisèrent que ceux qui la poursuivaient essayaient de voler les potions, alors ils engagèrent les hommes pendant qu'elle conduisait en ville. Malheureusement, ces attaquants avaient un plan de secours et au moment où elle traversa les portes, ils s'assurèrent qu'elle s'écrase et que les potions soient endommagées. Sato et les filles l'aidèrent à ramasser celles qui étaient encore intactes et découvrirent que 180 avaient été endommagées lors de l'accident. Aina craignait que cela n'affecte le lot, mais Sato réussit à la calmer et l'accompagna pour livrer celles qui n'avaient pas été endommagées. Malheureusement, l'assistant vice-roi dit qu'il n'accepterait pas la livraison à moins que ce ne soit le nombre convenu. Sato pensa qu'il lui semblait familier, mais ne parvint pas à se souvenir où il l'avait entendu auparavant, et il trouva également étrange que le garde avide soit avec.
Soudain, il réalisa qu'ils étaient les deux individus qu'il avait vus au pub et comprit qu'ils étaient pas responsables de l'attaque contre Hein. Cependant, il ne les dénonça pas et réussit à convaincre le vice-roi de leur accorder jusqu'au coucher du soleil pour livrer la cargaison complète de potions. Après avoir quitté le bureau du vice-roi, Orisa et Sato dirent à Hein de ne pas s'inquiéter car il l'aiderait. Mais elle leur dit que cela ne pouvait pas être fait. Elle expliqua que même s'ils fabriquaient les potions aussi longtemps qu'ils n'auraient pas de flacons pour les mettre, il n'y avait rien qu'ils puissent faire. Refusant d'abandonner, Sato et les filles se précipitèrent à l'atelier du potier pour lui demander son aide, et il accepta d'aider même si c'était une tâche impossible. Sato le remercia et répartit les tâches entre eux, demandant aux demi-humains, Lulu et Nana, de l'aider à fabriquer les flacons, tandis que Mia et Orisa aidaient Hein à fabriquer les potions. Immédiatement, ils se mirent tous au travail, mais les filles eurent du mal à façonner l'argile et faillirent abandonner. D'un autre côté, Sato semblait être un pro de la poterie, alors le potier le félicita et loua ses compétences. Malheureusement, malgré tous les progrès qu'ils avaient réalisés, le potier les informa que c'était en vain, car il fallait généralement 5 jours pour que les flacons sèchent. Après avoir entendu cela, Sato pensa que tout ce qu'ils avaient à faire était de réduire l'humidité de l'argile, alors il décida de créer un nouveau sort qui sécherait instantanément. Après avoir créé le sort, il fit tester à Mia et heureusement, cela fonctionna bien. Alors ils retournèrent fabriquer les flacons avec plus de zèle. Ils terminèrent bien avant le coucher du soleil, et après que Mia les ait tous séchés, Sadu et le potier les placèrent dans le four. Pendant qu'ils étaient cuits, Hein et les autres vinrent les informer que les potions étaient prêtes et les remercièrent pour toute l'aide qu'ils lui avaient apportée. À ce moment-là, son chapeau bougea et ils réalisèrent que c'était un oiseau, et pas n'importe quel oiseau, mais le familier des sorcières. Alors que Nana et Arisa commencèrent à s'extasier dessus, ce garde laid et à moitié idiot se présenta avec quelques voyous. Il accusa le potier de fabriquer des flacons pour les vendre, mais l'homme dit que ce n'était pas vrai et expliqua qu'il avait simplement organisé un cours pour Sado et les autres. Bien sûr, il refusa d'écouter parce qu'il cherchait une raison de détruire les flacons. Et comme le potier ne pouvait pas prouver que les flacons n'étaient pas à vendre, il ordonna à ses laquais de les détruire. Après avoir terminé, il s'éloigna joyeusement en disant qu'il attendait avec impatience la livraison des 300 potions d'ici le coucher du soleil. Sato s'excusa auprès du potier pour la destruction de son four et lui demanda de lui accorder un moment avec les filles. Après qu'il se soit éloigné, Sato demanda à Hein, qui pleurait, s'il pouvait utiliser le familier de la sorcière pour lui parler, et elle dit oui. Un peu plus tard, Arisa inspecta les flacons brisés et fut surprise de voir que les morceaux brisés n'étaient pas les flacons. Confuse, elle se tourna vers Sato pour obtenir une réponse et il révéla qu'il avait déplacé les flacons vers un endroit sûr avant que le four ne soit cassé. Elle lui demanda ensuite de les sortir, alors il entra dans le four et retira l'un des flacons de sa boîte de stockage. À leur grande surprise, il se brisa en morceaux dès qu'il sortit, et Sado réalisa que c'était à cause du changement soudain de température. Les flacons étaient encore très chauds lorsqu'il les avait rangés, et comme sa boîte de stockage conservait chaque article dans le même état que celui dans lequel il avait été mis, ils restèrent ainsi. Arisa implora Sato de trouver un moyen de refroidir les flacons avant de les retirer, et alors qu'il réfléchissait à ce qu'il fallait faire, il se souvint soudain de sa boîte d'objets. Immédiatement, il testa sa théorie en transférant un flacon dans la boîte d'objets et en utilisant un sort de souffle dessus. Lorsqu'il retourna le flacon dans son stockage, il vit que la température avait baissé. Alors il fit la même chose pour les flacons restants. Quand il eut terminé, ils allèrent en informer les filles qui furent remplies de soulagement que tout leur dur labeur n'ait pas été vain. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent au bureau de l'assistant vice-roi, il leur dit de partir car il avait été informé qu'ils ne pouvaient pas respecter leur part du marché. Sato l'assura qu'ils avaient livré toutes les potions et demanda qu'ils signent les papiers de livraison. Cela choqua les deux hommes, et le garde stupide demanda à savoir quel genre de tour ils avaient utilisé pour réussir la livraison. Sato répondit que c'était du travail acharné, du dévouement, le pouvoir de l'amitié, ce qui le fit se demander quand il était devenu Barnet. D'un autre côté, l'assistant vice-roi ne dit pas un mot, alors qu'il se levait et allait fixer la fenêtre, ignorant tout le monde. Sato l'appela plusieurs fois, lui demandant de signer les papiers, mais il fit comme s'il ne pouvait pas l'entendre. Juste au moment où il commençait à s'inquiéter qu'il ne les signe pas, le comte arriva et leur dit qu'il le ferait lui-même. Surpris, le vice-roi demanda ce qu'il faisait là, et l'homme révéla que la sorcière lui avait parlé de tous ses méfaits. Il s'avéra que lorsque Sato demanda à parler à la sorcière, il lui demanda de contacter le comte et de l'informer de ce qui se passait parce qu'il s'attendait à ce que le vice-roi joue sale. S'adressant au vice-roi, le comte lui dit qu'il avait honte de voir que le fils de son bon ami s'était avéré être quelqu'un d'aussi vil et intrigant que lui. Il dit qu'il avait eu tort de lui donner son poste et était sur le point de renoncer à son titre et à son poste lorsque le type activa un cercle magique en dessous de lui. Il chanta un sort appelant l'esprit de la ville de cet homme à vaincre son ennemi, mais à sa surprise, le comte ne fut pas blessé. L'homme lui dit qu'il était insensé de croire qu'il pouvait lui faire du mal, et juste au moment où il sortit son épée, pour leur donner une mort rapide, Sato intervint. Il assomma les deux hommes, et quand le comte demanda pourquoi il avait fait cela, il rappela à l'homme qu'il y avait des jeunes parmi eux. Le lendemain, Sato et les filles firent leur adieu au potier, à la sorcière et à Anne aux portes de la ville. Hein offrit à Sato une lampe qu'elle avait fabriquée, et la sorcière utilisa ses pouvoirs pour leur accorder un cadeau.
Pendant ce temps, dans la ville de Serieux, la lettre qu'il avait envoyée à Zena lui parvint finalement, et elle alla joyeusement le dire à ses amis. Elles l'encouragèrent à la lire et la taquinèrent pour s'être évanouie lorsqu'elle lut la partie où il disait qu'il lui manquait. De retour sur la route, Sato et les filles campèrent, et quand ce fut la nuit, Poki lui demanda de leur lire une histoire pour s'endormir. L'histoire parlait des 7 dieux qui sont descendus du ciel avec l'arbre du monde pour vivre avec les humains. Au fil du temps, 2 autres dieux rejoignirent les dieux pour former les 9, le dieu dragon et le dieu démon. Le dieu dragon était paisible et aimait dormir, mais le dieu démon était méchant et aimait semer le trouble. Il créa des démons pour l'adorer, mais les démons s'en prirent aux autres créatures de la terre. Alors les humains crièrent à la jeune déesse. Espérant aider son peuple, la déesse alla voir le dieu dragon, puisque les autres dieux refusaient d'aider, et il lui enseigna le sort d'invocation du héros. Alors que Sato terminait de lire l'histoire, il remarqua que Pochi et Tama s'étaient endormis. Au même moment, dans la ville de Siru, Zena terminait de lire la lettre de Sato, et alors qu'elle regardait par la fenêtre, elle se dit qu'elle avait hâte au jour où elle le reverrait. Pensez-vous que Sato retournerait un jour dans son monde, ou resterait-il dans le monde du jeu à collectionner des filles comme des cartes Pokémon? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous aimez cette vidéo, commentez Senpai. Consultez également cette prochaine vidéo juste ici.